Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. C'est le tout premier numéro de Web Presse de l'an 2014. J'ai le réel plaisir d'être avec des excellents confrères. Gabi Kouba, journaliste indépendant, et Ambroise Mamba de Congo Web Télévision. Il n'est vraiment plus à présenter. Vous suivez ces excellents papiers dans notre journal de 19h tous les jours. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler, comme c'est le début de l'année, nous allons faire un genre de rétrospective un tout petit peu. Nous allons prendre le mois de décembre, tout ce qui s'est passé au mois de décembre. Le temps fort du mois de décembre, comme vous le savez, c'était l'attaque simultanée de la RTNC, de l'aéroport de Njili et de l'état-major général, plus les attaques au Katanga et à Kindu. La toute première question revient donc, hospitalité oblige à Gabi Kouba. Gabi Kouba, est-ce que vous comprenez, vous êtes journaliste, analyste, est-ce que vous comprenez cette attaque vraiment qualifiée de facile de la RTNC et de tous ces sites névralgiques de notre pays, de la capitale? Merci beaucoup, Paulette, et meilleure vue à tous. Je vous en prie, merci. Quant à cette question, l'attaque facile, je ne pense pas que ce soit une opération facile. La première question que moi je me suis posée lorsque nous avions suivi ces événements malheureux à travers plusieurs provinces du Congo, c'est est-ce que le ver ne se trouve pas dans les fruits? Lorsque vous regardez la RTNC, l'aéroport d'Njili, le camp, l'état-major général des FARDC, qu'on présente les assaillants comme des fidèles d'une secte appartenant à M. Mukumbubile, il y a certainement des questions à se poser. Comment des sites si sensibles et si sécurisés peuvent-ils être attaqués par des civils au même moment? Et non seulement à Kinshasa, mais aussi à travers les provinces. Je pense qu'il y a un problème de mécontentement. Déjà, le président de la République qui a procédé par la nomination des officiers de la police. Il a commencé d'abord par la fonction publique avant le 25 décembre. Et après, pour la réforme de la fonction publique, et après c'est la police. Et demain, ça sera l'armée. Et ça sera peut-être que le gouvernement de cohésion nationale qu'on attend. Donc, dans toutes ces nominations, il y a certainement des mécontents. Et non seulement ces mécontentements. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies, d'autres mécanismes, Gabi Kouba, pour exprimer son mécontentement? Fallait-il prendre les armes? Non, ce n'est pas la voie indiquée, mais il faut comprendre que depuis longtemps, le Congo, la RDC, n'a pas de structure bien structurée. Quand vous regardez par exemple la chaîne de commandement de l'armée, c'est souvent des réseaux d'influence, des groupes, des clans. Donc chaque groupe ou chaque personne appartient à un groupe. On n'a pas une chaîne de commandement homogène. Et le président de la République, c'est de son plein pouvoir de nommer qui il veut selon ses qualités. On ne peut pas lui reprocher d'avoir procédé aux nominations, mais il faut savoir que dans une situation d'instabilité et de fragilité, des ambitions des uns et des autres peuvent s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et pour revenir à la question que vous avez posée, l'attaque n'a pas été facile. Il y a eu des morts, même pour ceux qui sont taxés, ceux qui sont entrés dans des sites stratégiques comme l'aéroport, comme la RTNC. Ils ont péri, et que ce soit aussi ceux qui ont défendu les éléments commis à la sécurisation de ces institutions ont été aussi touchés. L'attaque n'a pas, ces attaques n'ont pas été faciles de part et d'autre, donc c'est un problème complexe. Ambroise Mamba, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais on dit que nous, les États-Unis aussi ont été attaqués. Quand vous prenez le Pentagone, les tours jumelles, le pays le plus sécurisé, c'est la première puissance du monde, a été aussi facilement attaqué. Alors pourquoi on crée toute cette polémique pour la République démocratique du Congo? Bon, je pense que la comparaison n'est pas à sa place, parce que si nous regardons la manière dont la RTNC, tous ces sites, l'état-major des FARDC, l'aéroport, si nous regardons la manière dont ces sites sont sécurisés, on ne peut pas se faire une idée que des civils peuvent accéder facilement dans ces sites pour y faire quoi que ce soit. Voilà pourquoi nous disons qu'il y aurait peut-être quelque chose, les services de sécurité doivent donner des explications importantes et sérieuses par rapport à cette situation. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est le fait que ces attaques interviennent
quelques jours après la tenue des concertations nationales. Les concertations nationales qui étaient à la recherche de la cohésion nationale. Je me demande si vraiment on avait ça a mis en péril cette cohésion nationale. Si on avait obtenu cette cohésion nationale pour qu'on justifie ces attaques. Et vous voyez, quand on a tenu ces assises, les gens de pouvoir, les concertateurs ont estimé avoir atteint l'objectif, mais ça c'est une preuve que l'objectif n'a jamais été atteint. Et ajouter à cela, ce qui est arrivé en Europe, avec les comportements des combattants vis-à-vis des musiciens, et ces attaques de la RTNC qui ont été revendiquées par celui qu'on appelle prophète de l'Éternel. Alors aujourd'hui, ces revendications, Gabi vient de le dire, il y a eu des nominations qui ont frustré les uns et les autres. Des gens. Est-ce que ces nominations ont tenu compte de l'esprit de la cohésion nationale? C'est la première question. Là, il faudra peut-être que le chef de l'État y réponde, parce que c'est lui qui a nommé, et peut-être par rapport à son pouvoir discrétionnaire, il a nommé comme il a entendu, mais ça crée des frustrations, et ça produit ces attaques, et ce n'est pas quelque chose à souhaiter, parce que le chef de l'État a été élu pour un second mandat de 5 ans, il a encore 3 ans devant lui, il faut le laisser quand même travailler jusqu'au bout, mais lorsqu'il y a ces genres d'attaques, il faut qu'effectivement on réfléchisse sur la question, qu'on examine objectivement la question. Quelles sont les revendications des assaillants? Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'il y a possibilité de rectifier le tir? C'est ça le plus important. Même si au-delà de toutes les enquêtes qui seront menées, au-delà des arrestations, au-delà de la sanction qui doit être infligée aux auteurs de ces attaques, mais il faut qu'on examine également la question. Le phare, là d'ailleurs titré aujourd'hui, Bakata Katanga, Kinshasa continue de jouer avec le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a encore eu des attaques au Katanga? On n'est pas arrivé à sécuriser ou à maintenir l'ordre au Katanga? Non, jusqu'ici, non. On a l'impression que c'est un groupe structuré. Depuis les événements de Mukungubila. Et d'ailleurs, je voudrais souligner un élément. Mukungubila a revendiqué ses attaques. Est-ce qu'il est en RDC, Mukungubila? Jusqu'ici, il est porté disparu. On ne sait pas, mais il est en vie, il n'est pas non plus arrêté. Est-ce qu'il est à l'intérieur du pays? On ne sait pas. Est-ce qu'il est à l'étranger? Point d'interrogation. Si par hasard il était parvenu à prendre le pouvoir, il n'aurait été qu'un cheval qui aurait servi des cavaliers. Je ne vois pas Mukungubila pour l'instant. Ce qui fait peut-être ce qui fait peut-être que le poids pour le régime, c'est aussi cette situation d'instabilité. On pense, certains analystes pensent que cette instabilité, pour le régime, le régime est le moindre mal. Ce régime est le moindre mal. Si Mukungubila, avec tous ces problèmes de l'armée, tous ces problèmes des fissures, le manque de cohésion nationale, avait pris le pouvoir, soyez sûrs et certains qu'il n'allait pas être à mesure de diriger le Congo. Parce qu'une partie devrait se retirer, peut-être avec lui, et le Rwanda, l'Ouganda, d'autres qui ont toujours le regard braqué sur les grands Kivu, auraient dû avancer les pions, et des groupes armés également, la naissance. Donc la situation serait plus explosive avec Mukungubila qu'aujourd'hui. Une situation de coup d'État pour l'instant en République démocratique du Congo serait plus chaotique que le régime actuel. Lorsque vous posez la question, est-ce que les Katanga, mais les tensions couvrent depuis longtemps au Katanga, les Bakata Katanga, chaque fois, ils apparaissaient, ils disparaissaient. Mais ces jeunes gens, avec Gédéon Kyungu et les autres, quelles sont leurs revendications? Qu'est-ce qu'ils veulent? Les problèmes sont réels. C'est vrai, il y a une misère. Et dans cette misère, lorsque vous regardez n'importe quel opportuniste, n'importe quel arriviste, peut arriver à tenir n'importe quel discours devant des jeunes désœuvrés et trouver autant d'adhérents. Le mal est tellement profond et qu'au Katanga, non seulement les Katanga, mais aussi à travers d'autres provinces, il y a des velléités sécessionnistes. Mais en réalité, ce ne sont pas des simples citoyens qu'on utilise, ce ne sont pas des simples combattants que vous voyez. C'est un discours, ce sont les discours des hommes politiques qui instrumentalisent ces masses laborieuses et qui trouvent des échos favorables, qui exploitent les émotions, qui tentent de leur promettre du miel pour un lendemain meilleur en disant voilà, le mal c'est le régime, mais en réalité ces gens-là
on les connaît très bien. Ici au Congo, lorsque vous regardez même la plupart des gens, ceux-là qui revendiquent ces mouvements, ces différents mouvements, ce ne sont pas vraiment des vrais donneurs de leçons. Pourquoi ils ne sont pas des vrais donneurs de leçons? Chacun, peut-être que beaucoup d'entre eux ont géré et on sait le service, l'esprit service pour la nation n'existe presque plus au Congo. C'est plus que l'intérêt pour la survie personnelle. Ambroise Mamba, vous avez suivi, le gouvernement veut mettre un holà par rapport au groupe de réveil, comme l'a dit Gabi Kouba. Ces jeunes ont été endoctrinés, ils l'ont dit, par le prophète de l'Éternel. On a peur maintenant. Quand les jeunes sont endoctrinés, ils n'entendent rien. Prenez l'exemple d'Al-Qaïda, ils sont endoctrinés. Donc, ils croient vraiment... C'est une drogue, l'endoctrinement. Est-ce que vous acceptez ou vous partagez vraiment la solution qu'a prise le gouvernement de jeter un peu un coup d'œil par rapport aux églises de réveil? Non, mais le problème c'est que le gouvernement s'est peut-être rendu compte qu'au niveau des églises, il y a quelque chose qui serait en train de porter atteinte. Le message passe plus facilement. À la sûreté de l'État, mais il faut encore arriver à le prouver. Ce n'est pas parce que Mukungubi, qu'on a appelé prophète de l'Éternel, a eu à pouvoir endoctriner des jeunes, qu'il faut généraliser la situation. Est-ce que toutes les églises ont des doctrines déviationnistes? Il faut arriver à le prouver pour arriver à fermer les églises. Il y a risque qu'on se retrouve dans un cas où des innocents vont payer les frais. C'est ça le problème. Mais la grande question, c'est ce que Gabi a dit tout à l'heure, il faut résoudre le problème de la misère. La misère est tellement profonde qu'il faut résoudre cette question. Même si vous amenez une doctrine, la doctrine va trouver en face d'elle une réponse déjà sur le plan social. Les gens qui sont déjà socialement bien assis, qui ont des réponses à leurs problèmes, n'importe quelle doctrine ne va pas les hanter. Et c'est ça justement le problème. Et il faudrait ici que le gouvernement résolve la question de cette manière-là. Vous voyez, le Mukungubi en question, il aurait écrit, selon ce que nous avons recoupé comme information, il aurait écrit et à la présidente de la République et à l'Assemblée nationale, il a dénoncé certains mots. Je pense qu'on a peut-être minimisé. On a peut-être minimisé parce qu'il y aurait eu des concertations nationales qui avaient déjà abordé la question. Mais les gouvernements de cohésion nationale qui a été annoncé juste après la clôture de ces travaux, ça fait plus ou moins 3 mois déjà. Il n'y a pas de gouvernement responsable aujourd'hui au pays. Qui est responsable? Qui fait quoi dans ce pays? Mais Matata, il y a un gouvernement. Il y a eu une note, justement, nous allons en parler. La défense de ce gouvernement, c'est peut-être un fait qui va passer, un fait passagère. Peut-être pour donner des réponses aux députés qui vont maintenant élaborer les budgets, qui vont l'envoyer à la présidente de la République pour promulgation. Mais après ça, Matata avait lui-même signé une circulaire qu'il avait déposée dans tous les portefeuilles de l'État pour qu'on ne puisse plus engager l'État. Dans ces conditions-là, qui fait quoi au pays? Et il n'y a pas eu de gouvernement responsable. Et lorsque Mukungubi intervient comme ça, on ne sait même pas à qui on va poser exactement la question. On ne sait même pas qui avait des solutions pour les problèmes de Mukungubi lui-même, pour les problèmes, puisqu'il avait écrit bien auparavant, pour les problèmes de la population, pour les problèmes des jeunes endoctrinés, ainsi de suite. C'est là qu'il fallait que le chef de l'État résolve cette question rapidement, avoir un gouvernement responsable qui doit prendre le problème à bras-le-corps, parce que le chef de l'État, lorsqu'il avait annoncé des mesures, il avait chargé le gouvernement de cohésion nationale de pouvoir les appliquer. Donc il faut que ce gouvernement de cohésion nationale soit mis en place, on applique ces mesures, maintenant on commence à évaluer la réalisation de ces mesures pour voir si est-ce que sur le plan social ça a eu du répondant, est-ce que la population a pu adhérer, ainsi de suite. Mais lorsqu'on constate qu'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas bon, le comité des suivis est là, on évalue, on observe, et puis on rectifie le tir. C'est de cette manière que le pays peut se comporter. Mais lorsqu'on annonce un gouvernement qui n'arrive toujours pas, écoutez, vous voulez que les gens fassent quoi? Les gens auront toujours des questionnements, n'auront toujours pas de réponses, et les frustrations vont demeurer, et on risque de regretter le pire. Le pire n'est pas arrivé. Gabi a dit, dans le stade actuel, le coup d'État n'est pas à souhaiter, parce que ça risque de replonger le pays dans une instabilité totale. Alors, il faut laisser le chef de l'État, effectivement, plus que la Centrafrique, il faut laisser le chef de l'État aller jusqu'au bout de son mandat et peut-être vouloir l'alternance pour ceux qui en veulent, élire un autre président de la République, ainsi de suite. Mais pendant ces temps, on le laisse quand même le temps de pouvoir matérialiser ce qu'il a promis à la population. Et d'ailleurs, c'est pendant ces temps qu'il faut qu'il les fasse rapidement pour barrer la route
à ce qu'il y aurait des projets funestes contre le pays. Nous allons prendre notre grand fait. Je voulais ajouter un élément, Paulette. Si vous me permettez, l'Église et le gouvernement va se pencher sur les fonctionnements des églises. Je pense que le problème n'est pas l'Église. À un problème économique, il faut des solutions économiques. À un problème politique, il faut des solutions politiques. L'Église est tente. Pourquoi les gens ont choisi c'est actuellement plus l'Église qu'une autre solution. Parce que l'Église, c'est un peu le raccourci. On est dans des situations limitées où il n'y a pas de réponse appropriée. Et les gens disent, voilà, on attend tout simplement des miracles du ciel. Et cela, ces problèmes, ça c'est dangereux. Parce que lorsque vous avez 60 millions d'habitants qui attendent des solutions miraculeuses à leurs problèmes, c'est vraiment une situation de précarité. Et dans cette situation de précarité, n'importe qui peut venir avec n'importe quel discours, exploiter ses sensibilités et faire exploser les pays. Un autre grand fait de décembre, c'est la mort de Mamadou Dalla. Presque tous les journaux parus aujourd'hui ont titré sur ce vaillant combattant. La manchette a dit: le colonel Mamadou Dalla inhumé hier, c'était donc le lundi à Kinshasa. Le pouvoir du peuple part de Mamadou dans les bras de Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. Une étoile s'est éteinte dans le ciel militaire congolais. Enfin, l'objectif, Mamadou Dalla, le héros enterré loin de sa terre natale. Est-ce que selon vous, Ambroise Mamba, est-ce que les obsèques qu'on a organisées étaient vraiment dignes de ce vaillant combattant? Parce qu'il y en a qui disent qu'il a été enterré presque en cachette, selon une certaine opinion. Bon, je réponds. Si on compare à l'enterrement de Taboulay, on dit que pour Mamadou Dalla, c'était vraiment fait, peut-être ce sont les règlements militaires, les gens ne comprennent pas pourquoi ça n'a pas eu autant d'éclat que l'enterrement de Taboulay. Je pense que ces obsèques, à mon avis, n'ont pas été à la hauteur de ce qu'a fait l'homme. Mamadou Dalla a fait beaucoup plus pour le pays. Vous savez, il a redonné l'espoir à la population de l'Est du pays, particulièrement celle de Goma, qui n'avait plus pratiquement d'espoir lorsque les rebelles nous ont envahis. Et il a redonné l'espoir, il a pris à bras-le-corps la situation du pays, il a motivé les troupes jusqu'à donner les résultats que nous avons obtenus aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a un peu des mouvements un peu partout à Béni aujourd'hui. Les gens ont marché pour réclamer, ils se sont insurgés contre cet assassinat et puis ils ont réclamé la vérité sur l'assassinat de Mamadou Dalla. Ils auraient même souhaité que ces obsèques soient organisées là-bas à Goma parce qu'il est tellement populaire par rapport à ce qu'il a fait. Et je pense que ces obsèques devaient être à la hauteur de ce qu'a fait l'homme. Pour comparer à ce qui a été fait à Taboulay, c'est vrai, Taboulay c'est un artiste musicien, il a chanté, mais comparé à celui qui a servi sous les drapeaux pour barrer la route à un ennemi de la République, je pense que c'est plus qu'un musicien. Il fallait qu'on puisse lui donner des obsèques à la hauteur de ce que l'homme a fait. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on puisse regarder du côté des enquêtes. Le pays, la RDC nous a tellement mal habitués qu'on ouvre des enquêtes et puis les résultats ne sont même pas connus. Et puis on prend les résultats, les résultats d'enquête, on les place dans les placards, dans les oubliettes, on oublie. Il n'y a pas de sanctions, il y a l'impunité. Si le pouvoir du Kinshasa pouvait ne serait-ce faire même une seule fois par rapport à la situation de Mamadou Dalla, de la lutte contre l'impunité, son cheval de bataille, ça serait un signal fort. Le ministre de la Défense qui a représenté le chef de l'État aux obsèques l'a dit, il a promis des sanctions. Les discours par rapport à la promesse des sanctions, on en a tellement entendu, mais il faut que cette fois-ci qu'on passe à l'acte pour qu'effectivement on donne Gabi Kouba, vous l'avez entendu comme nous, le ministre de la Communication, Lambert Mende, avait cité comme ceux qui ont tué Mamadou, c'était les ADF Nalou, mais une opinion s'est levée pour dire comment citer les ADF Nalou, il n'y a pas eu enquête. Est-ce que le ministre avait des éléments déjà quelques heures après la mort de Mamadou Dalla, et pourtant cette zone semblerait être sous le contrôle des FARDC. Est-ce que c'était un peu trop précipité par rapport à cette annonce? Vous savez que le porte-parole du gouvernement répond à tout. Hein, même lorsque vous avez toussé dans votre chambre, il a toujours une réponse. Et seul, ça aurait été, il aurait dû avoir une attitude prudente en attendant les conclusions d'une enquête véritablement indépendante. La polémique autour de son assassinat, est-ce qu'il a été assassiné par des forces extrémistes à l'intérieur de l'armée
congolaises qui seraient jalouses de lui, ou bien par les ADF NALU, comme l'a dit le ministre de la Communication. C'est seule une enquête véritablement indépendante peut nous révéler cette vérité. Mais la question que l'on peut se poser, pourquoi chaque fois qu'il y a des exploits dans la partie est du pays, par des FARDC, il y a un frein. On peut citer l'exemple de Boudjamabé. On a dit que Boudjamabé était malade, il n'est pas mort. Ah oui, mais il était malade. Mais souvenez-vous, il a été d'abord retiré. Mais lorsqu'il avait chassé Nkunda et Mutebussi de Bukavu, vous savez qu'il y a un parti politique qui avait exigé même le déplacement de Boudjamabé de la 10e région militaire. Les gens ont réclamé, à corps et à cri, et Boudjamabé a été affecté au centre de Kitona et puis au Katanga, à Kamina, pour être atteint d'une maladie et mourir un peu plus tard. Donc, à part Boudjamabé, vous avez aujourd'hui, Boudjamabé était mort naturellement. Ce n'était pas un assassinat, il n'était pas tombé sur les champs de bataille. Mais vous savez que les voix se sont élevées pendant que les populations du Grand Kivu réclamaient sa présence. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, aujourd'hui, c'est Mamadou Ndala qui a dirigé l'opération Pomme Orange et qui est considéré comme un des architectes de cette victoire sur les forces du mal. Et mais on dit qu'il n'est qu'un maillot dans la chaîne de l'armée congolaise. Tous les espoirs ne lui sont pas... on ne peut pas dire que Mamadou était sur le front seul. La victoire est toujours commune, tandis que la défaite est orpheline. Il a dirigé un bataillon et il a fait un travail appréciable. Et les vrais ennemis ne se recrutent pas en dehors de votre cercle. Ça, il faut qu'on se le dise. Vous avez d'abord les premiers ennemis, sont des vrais amis qui sont avec vous à la rédaction, dans votre service. J'espère que tu n'es pas mon ennemi. Non, c'est pas ça. Mais il faut comprendre que vous avez les premiers ennemis se recrutent dans les cercles de nos services. Et Mamadou Ndala, certainement ou probablement, pouvait avoir aussi des ennemis au sein avec sa montée en puissance. Vous savez, lorsqu'on n'a pas une armée homogène, chacun a sa compréhension de la défense de la patrie et vous avez aussi des infiltrations de part et d'autre. Donc ce n'est pas exclu qu'il soit la cible d'une attaque terroriste. Mais à part Mamadou Ndala, d'autres officiers dont nous ne pouvons pas citer des noms ici, qui ont fait aussi un travail appréciable. Ils ont été rappelés depuis 2010 à Kinshasa et jusqu'à ce jour, ils sont mis au garage. Pourquoi sont-ils mis au garage alors qu'ils sont prêts à servir la République? Voilà, ce sont des questions qui méritent vraiment des réponses. Ambroise Mamba, il y a encore un autre rapport de trop sur la République démocratique du Congo. Les Nations Unies l'ont encore dit que nous, le Rwanda et l'Ouganda sont en train de fomenter une autre rébellion qui devrait encore sévir en République démocratique du Congo. Pour vous, c'est un rapport de trop. Tous ces rapports-là, qu'est-ce qu'il y a comme impact quand on sort tous ces rapports? Oui, mais moi, la question que je me pose, c'est celle de savoir quelle est la finalité de tel rapport. Parce qu'il y a eu déjà beaucoup de rapports dans ce sens. On a tellement demandé des sanctions contre le Rwanda et l'Ouganda, il n'y en a pas eu. Dans le sens où on l'attendait, mais on nous présente encore un autre rapport pour les Nations Unies. Ils auraient dû faire d'abord des sanctions, infliger des sanctions au Rwanda et à l'Ouganda avant de nous présenter notre rapport pour que ça nous embrouille encore. Nous avons déjà prouvé noir sur blanc sur le plan diplomatique que le Rwanda et l'Ouganda nous envahissent, ils soutiennent parfois les groupes armés congolais, ils nous agressent, ainsi de suite. C'est prouvé noir sur blanc, on n'a plus besoin de ces rapports. Mais pour revenir un peu à la situation de Mamadou Ndala, pour savoir qui l'a assassiné, qui l'a tué, le ministre de la Communication et des Médias était vraiment aller vite en besogne pour présenter ou bien pour désigner les ADF NALU, ce qui était imprudent. Pour une première fois, les ADF c'était vraiment imprudent. C'était imprudent de sa part. Lorsque déjà les résultats des premières enquêtes, on nous parle d'un téléphone, on nous parle des FARDC, des officiers FARDC qui seraient déjà sous les verrous. Donc l'hypothèse d'une force étrangère est déjà à écarter. Donc il faut rester déjà en interne par rapport au FARDC, voir qui effectivement l'a fait. Je pense que les résultats des enquêtes pourront de plus en plus nous...
Nous allons prendre un autre thème. Comme vous le savez, le Premier ministre va présenter le budget ce mercredi, je pense, à 12h30 selon le communiqué. Mais Forum des As nous dit tous les ministres à Kinshasa, au plus tard le 15 janvier, en croire des sources dignes de foi. Cette instruction formelle émane directement de la haute hiérarchie de la République. Mais comme vous le savez, sur le net, nous sommes des gens qui sont branchés sur le net parce que c'est une des sources d'information. Comme vous et nous, vous avez suivi, vous avez appris qu'il y a une liste des ministres, à part toute une liste. D'ailleurs, le prochain gouvernement, pour être plus clair, de la République démocratique du Congo, apparaît dans un journal très connu au Rwanda. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous-mêmes ici, nous n'avons pas encore ce gouvernement de cohésion nationale que nous attendons, mais un autre pays, un pays voisin, nous lance carrément toute une mouture de ce gouvernement. C'est aberrant quand même, Ambroise Mamba et Gabi Kuba. Ah, merci Paulette, mais avant de parler de cette liste-là qui circule sur le net, je voudrais d'abord ajouter un élément sur, sur le énième rapport des Nations Unies. Est-ce que la MONUSCO aussi ne fait pas partie du problème? Ça fait plus de 10 ans qu'on est avec la MONUSCO ici. La situation ne se stabilise toujours pas. Mais on ne peut pas demander non plus aux autres que de faire la guerre à la place des Congolais. Et on se rappellera toujours de cet adage non Kunda, no job, et non 1-23, no job. Et la MONUSCO trouve sa raison d'être ici au Congo parce qu'il y a cette situation d'instabilité. Et si le gouvernement avait persévéré dans l'option et qu'il avait levé en 2009-2010 pour demander le retrait de la MONUSCO, on ne sait pas, seul Dieu le sait, est-ce qu'on aboutirait à une solution pacifique après le départ de la MONUSCO? Mais c'était aussi risqué dans la mesure où cette situation d'instabilité, de fragilité serait préjudiciable sous les gouvernements. Et le Congo, c'est presque un pays qui vit sous la perfusion de la communauté internationale. Et écarter la MONUSCO, c'est un peu couper l'arbre sur lequel on est assis. Donc on est dans un choix dilemmique et c'est le pourrissement de la situation qui continue, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur du pays. Par rapport à ce gouvernement qui circule. Par rapport à ce gouvernement qui circule, mais il faut comprendre. Il faut voir au Rwanda, est-ce que c'est le gouvernement rwandais qui a donné, qui a publié cette liste, ou ce sont des journalistes comme nous qui ont aussi commenté, qui ont aussi spéculé et qui peuvent commenter, qui peuvent aussi émettre leur avis sur la marche du gouvernement. On ne peut pas, en tout cas, interdire aux journalistes de commenter. Quant à la liste publiée à partir du Rwanda qui circule sur les net, bon, on ne sait pas. Et la question des 15 jours, on sait que le gouvernement Matata a été déclaré démissionnaire. Il a demandé au ministre... Officiellement, il a été déclaré officiellement, pas du tout. Parce que officiellement non, mais il avait demandé... Mais il avait ministre en fonction, il avait demandé aux membres du gouvernement de gérer les affaires courantes. Quel est le statut du gouvernement Matata? Est-ce qu'il est démissionnaire? Intérimaire? Est-ce qu'il expédie les affaires? On ne le sait pas. Mais un gouvernement définitif, Madame Paulette, ne gère pas les affaires courantes. On ne gère les affaires courantes que lorsqu'on est provisoire. C'est ça la réponse, c'est clair. Sauf peut-être que le Premier ministre lui-même qui continue à engager l'État, mais les autres membres du gouvernement ne le sont pas parce qu'il leur a demandé, après les concertations nationales, il a écrit officiellement d'expédier les affaires courantes. Mais un ministre en fonction ne peut pas expédier les affaires courantes. On ne peut expédier les affaires courantes que lorsqu'on est partant. Alors, Ambroise Mamba, par rapport à cette liste, comme l'a dit Gabi, ce sont simplement des spéculations, c'est un ballon d'essai, ça fait quand même mal. Nous sommes en train d'attendre ce gouvernement depuis plus ou moins 3 mois et on se réveille un beau matin, on nous dit que le gouvernement est déjà là, à partir du Rwanda. À partir du Rwanda. Bon, le problème c'est que sur le plan journalistique, il n'y a pas assez de problème, comme l'a dit Gabi. Sur le plan journalistique, il n'y a pas de problème, le journaliste peut faire une mouture, peut publier une mouture du gouvernement, il n'y a pas de problème. Mais sur le plan politique, ça pose problème parce que souvent les relations entre le pouvoir de Kinshasa et le régime de Kigali, ce sont des relations parfois effectivement, on s'est dit, est-ce qu'il y a une connivence, il y a un partenariat, ainsi de suite, et par rapport aux événements qui se sont déroulés entre la RDC et le Rwanda. Voilà pourquoi on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'une liste qui est publiée par un journal rwandais serait déjà en train de circuler sur le net? C'est peut-être par rapport à cette sensibilité qu'on se pose la question, mais si le Rwanda le fait pour
faire du chantage par rapport au pouvoir de Kinshasa, ça ce n'est pas à soutenir. Mais si effectivement c'est la vérité que les journalistes ont publié, parce que ça peut aussi exister que le journaliste ait une fuite d'information. Vous savez, nous sommes tellement infiltrés, nous sommes tellement infiltrés ici chez nous, dans toutes les institutions, nous sommes tellement infiltrés, il peut y avoir une fuite d'information, on communique au Rwanda et puis on les met sur la toile, tout simplement pour discréditer le pouvoir de Kinshasa. Alors il faut que le pouvoir de Kinshasa prouve le contraire. Est-ce que le gouvernement qui viendra, est-ce que ce sera presque la configuration du gouvernement qui circule sur le net, ou ça sera le contraire? C'est là que nous attendons le pouvoir de Kinshasa de nous prouver le contraire. Mais c'est là que nous disons, par rapport à ça, le défi est lancé. Le gouvernement, ou bien le pouvoir de Kinshasa risque, cette fois-là, de pouvoir débarquer ceux qui étaient déjà embarqués dans cette fameuse... Pour prouver le contraire, justement. Donc, le budget que défendra Matata Ponyo aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui le mettra en pratique? C'est le prochain gouvernement. Il défend le budget pour le gouvernement suivant, c'est ça? Pour le gouvernement Il le défend pour le gouvernement de cohésion nationale. Il n'a pas les mêmes recommandations, les mêmes objectifs. Puisqu'il est encore là, parce que sur le plan constitutionnel, il faudra qu'on puisse avoir déjà un budget, mais comme on n'a pas pu avoir le budget lors de la session ordinaire passée, on a accordé des crédits provisoires qui fonctionnent pour ce mois de janvier. Mais il faudrait que déjà en février, on puisse avoir un budget. Mais puisque c'est ce gouvernement qui est là, qui l'a élaboré, il faudrait qu'il les défende. Mais vous savez les recommandations des cohésions nationales. Est-ce que ce budget ira vraiment à l'encontre ou ce sera pour mettre en pratique les recommandations issues des concertations nationales? Merci beaucoup, Madame Paulette. D'abord, pour ajouter un mot, Kabila est un homme de confidence. Et c'est un homme de surprise. Il peut reconduire Matata, ce qui peut être aussi une surprise, tout comme il peut le faire partie, ça sera également une surprise. Et lorsque je regarde le budget, c'est presque le même que celui... Reconduire Matata, c'est ajouter des frustrations à frustration, parce qu'apparemment l'homme ne serait pas en odeur de sainteté avec même sa propre famille politique. Mais vous savez, Kabila est souvent absent là où vous l'attendez. Là, ça pose problème. Il est souvent absent là où la cohésion nationale, ça pose mais problème. Il est souvent présent là où vous ne l'attendez pas. Donc tout peut arriver. Il peut maintenir Matata, tout comme il peut le faire partir. Seul lui-même détient la réponse. Mais maintenant, par rapport au pronostic de ce journal rwandais, on va voir si le président de la République qui a le pouvoir de nommer ou de relever ses ministres, le cas échéant, va déjouer les pronostics avancés par ce journal rwandais. On verra. Quant à la question, est-ce que le budget tiendra réellement compte des recommandations de la cohésion nationale? Je dis non. Non et non. Matata reprend le même budget de l'exercice, presque le même budget de l'exercice 2013. Et lorsque vous regardez l'exercice budgétaire en République démocratique du Congo, c'est plus un budget pour le fonctionnement des institutions de la République. Et ce n'est pas moi qui le dis, ça a été confirmé par un ancien Premier ministre, Adolphe Mouzitou, qui dit que le budget, c'est souvent pour le fonctionnement des institutions de la République. Et résoudre tous les problèmes posés par les concertateurs au cours de ces assises du Palais du Peuple, je ne pense pas, parce que Matata n'a repris que le budget, que lui-même soit là, que ce soit un successeur, si le budget passe à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que notre situation, votre situation, la situation des Congolais de précarité perdurera encore longtemps et on continuera à avancer des chiffres de croissance et de l'amélioration du cadre macroéconomique, mais en réalité c'est une coquille vide. Nous allons terminer, nous restons toujours à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le Sénat a rejeté en bloc la loi sur le projet de loi par rapport à l'amnistie. Il ne veut pas une amnistie sélective. À qui profite tout ça? Pourquoi pas une amnistie sélective quand même? Ça sera vraiment là donner raison à ceux qui prennent les armes pour dire qu'après tout, on va nous amnistier cette fois-ci. Bon, les problèmes, c'est qu'il faudrait d'abord qu'on puisse savoir, peut-être, je ne sais pas, les sénateurs, ce ne sont pas eux qui vont quand même examiner les dossiers des ex-combattants, je ne sais pas moi, au niveau de l'exécution par rapport à l'octroi de cette amnistie. Alors, il se pose la question, une amnistie sélective va bénéficier à qui? Est-ce qu'il n'y aura pas de règlement des comptes, ainsi de suite? Est-ce qu'il y aura une objectivité dans l'examen des dossiers au cas par cas? C'est peut-être cela. Est-ce qu'ils ont rejeté... Est-ce qu'ils ont l'amnistie en bloc? Est-ce qu'ils ont rejeté... Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'ils ont rejeté pour
couvrir certains combattants, le Rwanda, l'Ouganda, et ainsi de suite. C'est la question qu'on se pose, puisque je sais que le M23 a demandé une amnistie générale à la burundaise. Alors, le gouvernement, en proposant cette amnistie sélective, c'est par rapport au fait qu'il y a ici des récidivistes qui ne sont pas éligibles à cette amnistie. Il y a eu une liste de près de 100 personnes qui a déjà été déposée autrefois lors des pourparlers de Kampala. Ces personnes-là qui sont visées par ce refus. Alors, est-ce que les sénateurs, ils sont pro-rwandais? Ils peuvent nous le dire. Ils sont pro-ougandais. Quelle est leur motivation? Mais je pense que s'il faut aller jusqu'au bout, il faut soutenir cette amnistie sélective pour que les récidivistes ne puissent plus revenir sur les mêmes faits de guerre ou insurrectionnels qu'ils ont toujours commis. Gabi Kouba, pro ou contre l'amnistie sélective? Pro ou contre, d'abord vous avez posé une première question à moi, je voudrais un peu reprendre cette question. À qui profite l'amnistie? À qui profite le rejet, hein? Le rejet de l'amnistie sélective. À qui profite le rejet de l'amnistie sélective? Sélective. Amnistie sélective. Bon, à qui profite ce rejet-là? Ça profite aux vrais nationalistes. Pourquoi? Ah oui. Si chaque fois qu'il y a des mouvements insurrectionnels et qu'il faut procéder de cette façon, c'est l'ouverture totale à l'impunité. Je sais, parce que vous et moi, nous n'avons rien à voir avec cette amnistie, parce que vous n'y pensez même pas. Moi, je ne pense jamais prendre une arme un jour pour créer une rébellion. Si vous n'êtes pas endoctriné. Donc, je ne suis pas... Non, d'ailleurs, ça m'intéresse très peu. Je lis toujours la foi et la raison, donc je n'ai pas une foi aveugle. Et l'amnistie dont il est question, c'est à la suite des événements du M23. Alors, s'il faut accorder que ce soit fait sélective ou pas, une amnistie reste une amnistie. Si vous voulez ouvrir la porte à l'impunité, comme dans une république bananière, mais alors ouvrez la porte pour tout le monde. Pourquoi sélective? Parce qu'on dit non, des récidivistes on va pas, ne seront pas concernés par l'amnistie. Mais si les récidivistes ne sont pas concernés par cette amnistie, et les autres, parce hier, avec l'1+4, il y a eu amnistie, aujourd'hui il y a amnistie, et qui vous dit que demain il n'y aura pas d'autres mouvements? Et aujourd'hui, Ambroise a posé aussi une question pertinente, c'est le Rwanda. Même en ce qui concerne cette amnistie sélective dont il est question, aujourd'hui, le gouvernement a affirmé qu'il n'y avait que 200 hommes qui combattaient pour les comptes du M23. Mais on a aussi des propositions qui viennent du Rwanda et de l'Ouganda qui disent ils sont 1500. Mais les 1500 viennent d'où? Est-ce que c'est le Rwanda et l'Ouganda qui connaissent le nombre de combattants du M23? Et là encore, ils ont très bien joué le coup. Parce que même au départ, rappelez-vous, lorsque le ministre de la Communication nous présentait même l'identité d'un colonel rwandais qui a été abattu par les FARDC au front qui combattaient avec le M23, et on a parlé d'une agression au départ. Et après un certain moment, avec le Rwanda et l'Ouganda, ont joué leur partition pour se dédouaner de cette énième agression. On a renvoyé la balle au gouvernement congolais qui a reconnu en réalité un mouvement d'agression comme une rébellion. Okay. Je pense que par rapport à cette situation, il y aura peut-être un bras de fer entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Le rejet, c'est au niveau du Sénat. On va attendre l'Assemblée nationale pour voir comment ça va se passer, mais constitutionnellement, c'est souvent la voix de l'Assemblée nationale qui prime sur celle du Sénat. Mais non seulement voir ça, les juristes peuvent s'entre-déchirer, mais vous savez que la politique prime toujours sur les droits, et ça sera, si l'amnistie est passée, ça serait une décision politique. Et non, voilà, c'est la fin. Comme c'est le tout premier numéro de Web Presse, je vous offre l'opportunité, mes chers collègues, de présenter vos voeux à ceux qui vous sont chers en quelques minutes. Gabi Kouba. D'abord, ceux qui me sont chers, ce sont mes compatriotes de l'Est qui subissent ces différentes guerres et qui sont dans l'errance, qui n'ont plus d'espoir. Je regarde également non seulement cette province, c'est presque l'ensemble de la République démocratique du Congo. Vous regardez aussi la province de l'Équateur avec les événements de la République centrafricaine. Rien de rassurant. Si on ne traite pas ces problèmes avec beaucoup de sérieux,
on risque aussi de subir un autre front là. Voilà, on risque d'ouvrir un autre front. Et quand vous regardez également nos frères, nos compatriotes du Katanga, ceux-là, avec ces mouvements, de Bakata Katanga, de Maïmaï et consorts, ils sont aussi dans une situation de désespoir. Nous ne pouvons que demander à ceux qui ont le pouvoir et à ceux qui ont prêté serment de protéger l'intégrité territoriale et de n'agir que pour l'intérêt de la République, de faire mieux pour que la paix soit rétablie sur l'ensemble du territoire national. Je présente les vœux les meilleurs à toute la population congolaise, le vœu d'espoir surtout, parce que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Voilà, je profite aussi de l'occasion pour présenter vraiment mes vœux à mes compatriotes, puisque comme moi je l'ai dit souvent et je suis vraiment très fière de le dire, je suis très fière d'être congolaise, j'aime mon pays et j'ose le dire sur tous les réseaux sociaux, j'aime mon pays, malgré tout je le soutiendrai toujours, c'est mon pays, je n'en ai pas d'autre, je n'ai pas une autre carte de nationalité ou d'identité, je ne suis ni française, ni belge, ni quoi que ce soit. Loin de là encore, donc je suis congolaise et je suis fière d'être congolaise et c'est par ce travail que nous essayons d'apporter notre pierre dans la reconstruction de notre pays, vraiment que l'année 2014 soit pour nous une année de paix, de stabilité et vraiment que nous puissions être un pays émergent en 2015 ou en 2020 comme on l'a proposé, parce que quand je regarde en tout cas, on a l'impression que l'horizon est bouché, mais comme l'a dit Ambroise Mamba, autant que dure la nuit, le jour apparaîtra toujours. Alors, mesdames et messieurs, restez nous fidèles et on se retrouve le mercredi prochain. Au revoir.